aussi. C'est précisément ce qu'est venu faire le Ségur de la Santé. Alors, je ne sais pas si pour le téléspectateur, mais la question des places en réanimation, elle est importante. La réanimation, elle existe même quand il n'y a pas de Covid. Elle existe pour tous les soins courants. Et elle est toujours saturée. Et elle est indispensable pour... Elle est toujours saturée. Elle est toujours saturée. C'est-à-dire qu'un système de réanimation fonctionne toujours par l'occupation de ces lits. Et c'est toujours avec les places et les choix et les priorisations que l'on peut faire lorsque l'on est à la tête d'un service comme celui-là, que l'on peut à ce moment-là décider. Il n'y a pas de Covid en temps normal. Terminez, Coralie Dubosc. Sauf que nous sommes actuellement à 1000 personnes en Covid avec les valeurs que je vous ai montrées. Donc on n'est pas du tout sur l'état du printemps. Vous êtes en train de contester les chiffres de mon ARS et de mon préfet. Non, je suis en train de les interpréter et le ministre de la Santé les interprète aussi. Chez moi, le taux de saturation augmente chaque semaine depuis le mois d'août. Donc je ne contesterai pas les chiffres du préfet mais pas avec la pente qui était celle du printemps. Vous me coupez pendant que je parle. Je vous laisse parler. Je vous remercie. Donc, sur les chiffres dans mon département, mais vous êtes en train de contester les chiffres de mon préfet et de l'ARS. Je vous laisserai régler ça avec eux si vous voulez. Ce sont des valeurs Donc, ces services de réanimation, quand il y a le Covid et que vous avez un afflux d'un coup de plusieurs malades atteints par le Covid qui ont besoin de ces services de réanimation pour être avec des machines qui leur permettent de respirer et de survivre et de ne pas aller vers un nombre de décès précisément que nous voulons éviter. Si vous occupez tous les lits de réanimation avec ces patients Covid, forcément vous ne traitez plus les pathologies à côté, vous les retardez. Et on ne veut pas arriver à cela. On ne veut pas que si le Covid dure des mois et des mois, cela décale tous les soins. Il y en a déjà plusieurs qui ont été décalés pendant le premier confinement. Nous voulons maintenir, si vous voulez, un seuil pour que à la fois ceux qui aillent en réa dû au Covid et ceux qui en ont besoin du fait du traitement de leur pathologie puissent être accueillis. On ne veut pas de système de saturation. Il faut l'augmenter et ne pas dire qu'il ne faut pas saturer à 300 places. Une modification de nos comportements. Alors, sur la distinction entre restaurateurs et bars qui respectent les protocoles sanitaires et ceux qui ne respectent pas, je suis d'accord. Et à Montpellier, j'entends exactement la même chose. En métropole, ils nous disent pareil. On n'a pas vu de fermeture administrative de ceux qui ne faisaient pas d'efforts, alors que nous, on a mis le paquet tout l'été pour être bien respectueux et on a l'impression de payer un peu les pots cassés des mauvais élèves. Donc pourquoi c'est pas cette mesure qui a été prise ? Et moi, en tant que parlementaire, je demande à mon gouvernement, je dis je veux plus de contrôle et je veux que ceux qui ne jouent pas le jeu et des sanctions, parce que ceux qui jouent le jeu doivent voir que ça vaut le coup de jouer le jeu et que c'est respecté. Mais même quand vous jouez le jeu, cela ne suffira pas. C'est-à-dire que c'est un fait scientifique. Quand vous êtes dans un bar, un restaurant, une salle de sport, vous contaminez plus que quand vous êtes au travail. Excusez-moi. Alors attendez, il va falloir le redire. Vous perdez l'habitude de me couper à chaque fois que je m'exprime, monsieur sur la science. Vous êtes déjà en train de me couper. Vous ne me couperez pas quand je m'exprime. Ce n'est pas vrai. Ce que vous dites n'est pas vrai. On peut lui apprendre la politesse. Madame Dubosc, pas de mépris avec les invités, qui est en l'occurrence un professeur de médecine qui, je pense, a 2-3 arguments à vous opposer. Le débat, il a lieu sur le plateau de CNews tous les jours. Donc allez-y, et ensuite vous aurez la parole, professeur Toussaint. C'est la seule raison qui fait que même si un restaurateur a pris les bonnes mesures et porte le masque et fait ce qu'il veut en protocole... Vous avez des chiffres ? Alors on m'a dit 4 fois, 5 fois 2 en restaurant, fois 3 en salle de sport et fois 4 en bar. Pour les bars, en termes de contamination. On se contamine 2 fois plus. Voilà, c'est ça. Dans un bar. 3 fois 4. 3 fois plus. Le bar, c'est 4, c'est le plus élevé. D'accord. Le restaurant 2 et la salle de sport 3. Mais par rapport à 0 qui est dans la rue ? Par rapport à la situation de quand vous êtes au travail. Très bien. Dans les protocoles sanitaires... On peut faire un point chiffre ou pas ? Je voulais répondre sur le dernier point, sur la concertation. La maire de Marseille, elle est avertie depuis, je ne sais pas, fin août, que... Il risque d'y avoir un couvre-feu. On ne peut pas l'avertir fin août, on va fermer le 18 septembre. Non, alors le 20 septembre. Arrêtez de dire ça. Elle est plus qu'avertie, mais il y a déjà eu un premier couvre-feu. Moi, je ne prends pas parti politiquement, j'en ai rien à faire de cette histoire. Il y a eu un premier couvre-feu qui était à 11h30 à Marseille et la maire a négocié pour aller jusqu'à minuit. C'est-à-dire qu'elle a repoussé au maximum, mais elle savait, on ne peut pas dire qu'on couvre. S'il vous plaît, Coralie qui dit Muselier qui dit. Je voudrais juste qu'on fasse un point sur les chiffres qui ont été évoqués de la contamination dans les bars, parce que c'est important, salle de sport et restaurant. Quels sont les chiffres dont vous disposez, professeur Toussaint? Les salles de sport, 27 millions d'entrées depuis le retour, 200 contaminations. On est inférieur à 10 par million d'entrées. Okay. Voilà ce qu'on appelle des cas positifs. Je rappelle que ce ne sont pas des malades. Or, nous sommes en train de dériver actuellement, Midi Libre hier, qui dit les 16 000 nouveaux tests positifs de jeudi sont des malades. C'est une erreur complète de ce que veut dire actuellement la capacité d'amplification des tests PCR sur la réalité de la transmission de cette épidémie. C'est-à-dire qu'on peut tester positif et ne pas être malade. Ce sont des asymptomatiques, ce sont des sujets guéris qui ont réussi
à se débarrasser du virus et qui sont encore sécrétaires. Ils sont PCR s'ils sont... Eh bien parce que, chère madame, lorsque vous avez encore du virus dans vos fosses nasales, vous continuez tout en ayant réussi à vous en défendre, à donner des fragments dans l'air extérieur. Ces fragments du virus informent les autres de ce qui se passe. Et vous n'êtes plus contaminant de la forme létale du virus. Autrement dit, on a 90% actuellement des 10 000 à 16 000 cas positifs par jour, qui sont des gens qui ne sont pas transmetteurs, voire qui sont guéris. Et on a noyé au milieu de tout cela les malades qui auraient besoin justement d'être diagnostiqués et sur lesquels les laboratoires n'arrivent plus, faute de réactifs, à pouvoir donner l'ensemble de ces résultats. Donc on est en train de noyer le poisson dans une communication, vous m'avez dit communiquer, mais dans une communication du gouvernement qui s'égare. Pourquoi ? J'ai entendu ce matin une ministre du gouvernement nous dire, et je cite in extenso, vous pourrez écouter à 8h18, cette ministre nous dire actuellement les décisions ne sont plus aujourd'hui prises sur la réalité de la circulation du virus. Écoutez-la sur Europe 1 à 8h18. Alors, on va refaire. Juste sur les bars et les restaurants. Ouais, merci Karim. Est-ce qu'on a des chiffres sur les comptes? Non, attendez, Coralie Dubos. Juste vous terminez, professeur Toussaint, sur les bars et les restaurants. Vous avez des chiffres ou pas? Parce que c'était 2 fois et 4 fois plus. Les bars et les restaurants sont les mêmes valeurs sur lesquelles on trouve une transmission de ces éléments viraux qui ne sont pas dans la phase létale que je vous ai montrée tout à l'heure, qui ne sont pas des transmetteurs graves, et c'est cette confusion qui amène à l'incompréhension totale de la part des Françaises et des Français qui ne savent plus de quoi on parle. Si on parle de mort, on sait que cette épidémie n'est pas en train d'augmenter. Si on parle de réanimation, on voit les choses qui augmentent de façon 10 à 20 fois moins importante qu'en mars. Si on parle de cas positifs, alors à ce moment-là, vous êtes en train de nous expliquer qu'une maladie sans malade est en train d'augmenter de façon exponentielle parce qu'on va chercher dans les narines de toutes les Françaises et de tous les Français des fragments viraux qui ne sont plus du tout des éléments de la contamination. Alors, les décisions ne sont pas prises sur la base du nombre de contaminés. Je ne parlerai pas de malades puisque vous avez fait Il me semble que si en ce moment. Non, en Il tout me cas, semble que si. Ce n'est pas du tout les chiffres qui ont été avancés, c'était sur la base des réanimations. Ça, c'est très clair. Donc, ça a été expliqué plusieurs fois par le gouvernement. Sur la base des cas les positifs. chiffres que vous évoquez sont ceux de Santé publique France. Juste une question, Monsieur Toussaint. Les chiffres que vous évoquez, quelles sont leurs sources? Est-ce que ce sont les mêmes que ceux du Haut Conseil scientifique? Alors, c'est le Haut Conseil de la Santé publique et en face de cela, nous avons un Conseil scientifique de la Covid dirigé par M. Jean-François Delfrécy qui devrait terminer ses travaux le 30 octobre à sa demande et sur lequel nous avons un comité politico-sanitaire qui donne de l'interprétation des chiffres donnés une variation totalement catastrophiste. Donc vous êtes en vous avez des chiffres différents de celui du Haut Conseil? Non, c'est les mêmes. Santé publique France. Vous avez suivi ceux de Santé publique France, qui sont les chiffres officiels qui vous sont communiqués tous les jours. Donc, vous dites que sur les chiffres de Santé publique France qui vous amènent à ces conclusions sur les salles de sport sont erronés. Les interprétations sont erronées. Les chiffres sont les bons, il faut savoir les lire, il faut savoir les comprendre, il faut savoir les remettre à plat et ensuite faire une stratégie cohérente qui ne soit pas celle sur lesquelles on rêve ces fantasmes de deuxième vague et d'explosion du système de soins. Ce sont eux qui conseillent le gouvernement, vous savez? Il me semble qu'ayant travaillé pendant 10 ans avec eux, il me semble qu'ayant travaillé avec eux pendant 10 ans, je puisse avoir un certain recul sur ces données, c'est celle que je vous donne. Les chiffres sont donnés, ce sont les mêmes que je vous montre tout à l'heure. Donc l'interprétation est différente. Je pensais, et je pense toujours, je n'ai pas changé, je pense toujours que la peur est pire que le mal. Et c'est ce qui se passe. Voilà. Il y a trop d'affolement, trop de nervosité, trop de panique. On verra, on regardera à la fin, je l'ai dit, on le verra. À la fin, le poids de la mortalité à côté du poids social va être négligeable. Le poids social va être considérable parce que la peur n'a pas été gérée. Alors, professeur Toussaint, est-ce que vous partagez sur ce constat du professeur Raoult le fait que la peur, la panique ne permettent pas de gérer correctement une épidémie de ce type? L'entretien de la panique, la caractérisation du cadre de la panique, le constant retour à ces éléments de panique qui sont donnés depuis 6 mois, qui ne vont pas analyser les faits tels qu'ils sont, qui s'abstraînent de la réalité, qui sortent de la capacité d'analyse, ont été constamment utilisés et surutilisés pour dire ce que seraient les éléments sur lesquels cette épidémie pouvait se jouer.
quand on fait de la prospective, il faut mettre tous les scénarios sur la table, il faut regarder ce que la réalité va choisir parmi tout cela et il faut l'accepter. Le fait de revenir à chaque fois en arrière pour dire que les éléments catastrophistes sont ceux qu'il faut suivre et en changer les indicateurs, puisqu'on est passé du taux de mortalité au taux de tests positifs, qui ne représentent absolument pas la même chose, alors à ce moment-là, c'est un entretien de la peur qui conduit aux dramatiques décisions disproportionnées que nous avons vues. Et ceux qui entretiennent la peur, ce sont les responsables politiques, les responsables médicaux, qui sont-ils ? Il y a eu dans ce conseil scientifique un certain nombre d'éléments qui sont revenus, y compris parmi les conseils scientifiques du Covid à l'échelle européenne, et qui ont défendu les mêmes anomalies, les mêmes erreurs de modélisation qui étaient celles du mois de février, en particulier celles de Neil Ferguson et de l'Imperial College, qui ont été constamment suivies et qui ont été constamment réassaisonnées à la hauteur de ce qui n'était pas le retour de l'épidémie et le retour d'une deuxième vague identique à la première. Et pour vous, on n'est toujours pas dans cette deuxième vague ? Toujours pas. On voit une ascension 20 fois plus faible. On voit que l'Espagne est remontée à 100 décès par jour, qu'elle s'y maintient depuis 2 semaines et qu'il n'y a plus d'augmentation. Et en France, une fois de plus, on est passé il y a 10 jours vendredi, 123 décès sur une seule journée, 78 mardi, 53 jeudi et hier, 27 décès. Il faut me faire comprendre comment les exponentielles qui sont soi-disant ascendantes donnent des chiffres qui diminuent. Alors, Coralie Dupost, députée de La République En Marche. Il y a plusieurs choses. Je comprends, pour ceux dont c'est la profession, le métier, le plaisir, que l'analyse soit la posture la plus intéressante. Et moi, j'ai eu d'ailleurs, dans une vie antérieure, fait de l'analyse pas en sciences dures, en sciences humaines. Et effectivement, on étudie une infinité de scénarios, et c'est d'ailleurs très, très agréable intellectuellement de pouvoir regarder les différents scénarios de façon froide. Quand vous êtes responsable politique, vous devez prendre une décision. Vous ne pouvez pas vous contenter de regarder différentes hypothèses. Vous devez, parmi ces différentes hypothèses, et ça a quelque chose de vertigineux. Karim, je suis sûre que tu l'as vécu, quand tu es en responsabilité en politique et que tu regardes toutes les hypothèses et que tu te dis que tu dois pouvoir protéger le concitoyen de chacune de ces hypothèses. Donc, y compris la pire, y compris le plus mauvais de tous ces scénarios. Et là, il faut prendre une décision. Et on est en France. On est en France au XXIe siècle. Tous les moyens pour préserver la santé et la sécurité des Français sont mis en œuvre. Et c'est pareil d'ailleurs dans tous les domaines, pas que dans la santé. C'est ça, faire de la politique. Et c'est ça, être un responsable politique. C'est pas juste regarder les scénarios et se dire le moins pire me donne quand même une situation plutôt agréable pour l'avenir. C'est de se dire il y a le moins pire et puis il y a aussi celui-là. Et si on arrivait à celui-là et que j'avais rien fait pour mes concitoyens, j'aurais eu tort. Je dois, moi, assumer aujourd'hui d'organiser la vie différemment pour protéger tout le monde. Et cela étant, j'ai vérifié quand même, Monsieur Toussaint, parce que moi, je veux bien vous croire et je crois votre bonne foi, mais je vous confirme que chez moi, la réanimation est saturée à 82%. Donc je ne sais pas comment vous calculez vos chiffres, mais chez moi, la réanimation... de la Santé. Chez moi, Montpellier, la réanimation est saturée à 82%. L'ensemble des régions. Je voudrais juste finir mon propos, je vous ai laissé terminer. Je voudrais vous répondre sur cette... Ça veut dire quoi, la réanimation? Ça veut dire qu'il reste des lits de réanimation donc, dans votre région? Mais chez moi, on est à 82%, à Montpellier, il en reste. Mais ce que je veux, c'est que si demain, il y a encore plus de Covid et il y a encore plus de personnes qui partent en réa, je veux que la personne qui fasse un infarct puisse aussi être accueillie. Professeur Toussaint vous répond. Alors, ok, allez-y, professeur Toussaint, vous avez la parole pour répondre à Coralie Dupost. Pour avoir des réponses proportionnées, il faut comprendre. Il faut savoir analyser les choses et ne pas attendre que les scénarios se réalisent, comme vous le disiez, mais décider. Mais décider, ça veut dire surtout suivre ces décisions au jour le jour. Bien sûr. Et savoir en changer. Et savoir en changer, on a confiné, ça veut dire ne pas rester sur une seule analyse Bien catastrophiste qui est celle-là. Alors, de quoi sont faits les chiffres? Actuellement, ce que l'on voit, c'est que 85% de la mortalité est associée à 4 paramètres. L'espérance de vie et l'âge, les facteurs de risque cardiovasculaire, dont la sédentarité et l'obésité, des facteurs environnementaux, en particulier sur la température, et des facteurs de développement. Et on vient d'apprendre cette semaine que les 15% restants sont liés à des facteurs immunologiques et génétiques. C'est l'équipe de Jean-Laurent Casanova qui nous le dit sur des spécificités des interférons et des auto-anticorps qui se développent avec le temps. Si tel est le cas, alors ça veut dire que nous avons une quantité d'éléments qui nous permettent de comprendre ce qu'en cela et de rendre à chacune des citoyennes et des citoyens les facteurs de pédagogie qui ont manqué pour leur faire analyser l'essentiel de ces points, leur faire préciser leurs risques et les laisser décider à un moment donné sans leur imposer ce qui a été imposé. Ce que l'on voit maintenant, c'est que le confinement... Non, laissez-le terminer. Ce que l'on comprend maintenant, c'est que ce confinement
qui va aboutir à une destruction sociale, économique majeure qui n'a rien à voir avec l'épidémie elle-même de coronavirus, va être suivie d'effets sur lesquels il faut pouvoir maintenant prévenir. Et attention, il faut avoir la capacité de protéger les citoyens des décisions du gouvernement qui vont être prises. Là, on est d'accord. Protéger les citoyens des décisions du gouvernement. Les mots intéressants. Il y a des éléments sur lesquels cette précaution-là doit aller, y compris sur les erreurs que l'on fait dans les décisions. Mais c'est là, maintenant qu'il faut avoir ça. Tout ça, on n'est pas confiné. Justement, les gens qui vous disent à 90% de chiffre d'affaires en moins à Paris et à Marseille sont en train de s'effondrer. Je vais être très franche. Économiquement, je vais être très franche. Vous savez qui j'ai parlé aussi ce week-end? Parce que comme je suis députée, je parle avec tout le monde sur mon territoire. Et bien, le secteur de l'événementiel, des chefs d'entreprise sont venus me dire, nous les restaurateurs qui gueulent, on comprend pas, parce que nous c'est terminé depuis février l'activité. L'activité culturelle dans votre région, il n'y aura pas eu un moment où vous ne m'aurez pas coupé, Monsieur Toussaint. Je termine sur l'événementiel. Sur l'événementiel, ils n'ont pas pu faire de chiffres depuis le mois de février. Ils n'ont pas repris au-delà de 1000, au-delà de 5000. Ils n'ont pas repris. Les restaurateurs, ils ont fait la saison à plein. S'ils ont perdu 90% du chiffre, l'indemnité de l'État, elle va jusqu'à 10 000 € par mois, Monsieur Toussaint. Donc c'est pas eux qui vont en pâtir le plus. On va venir les soutenir. Moi, je m'inquiète pour d'autres secteurs et particulièrement celui de l'événementiel. Ok. Et celui du sport, et celui de la musique, et celui Ils sont pris en charge totalement aussi. Ah non, pas la musique, ça je peux vous garantir. La musique intermittente jusqu'en août 2021. Alors, intégralement, j'aimerais avoir l'intégralité, s'il vous plaît. Karim, La dernière mesure importante qui avait été discutée cet été était celle d'utiliser le masque en extérieur. Vous vous souvenez que l'OMS avait décidé qu'il n'y avait pas d'argument suffisant et demandé à l'ensemble des pays qui allaient mettre cette mesure en place d'en étudier l'efficacité et d'en étudier l'acceptation pour les populations. Cette mesure a donc été décidée en France pour l'ensemble des milieux ouverts pendant l'été et nous sommes passés dans le même temps de 1300 contaminations chaque jour à 13 000 contaminations au bout de 2 mois. Je me demande comment, sur le plan épidémiologique, on peut arriver à une quelconque démonstration de l'efficacité de cette mesure, si ce n'est en faisant penser que celle-ci répond à la pensée magique. Du coup, donc, si ce n'est pas le cas, ça fait x10, c'est pas moins 20. Ça fait x10. Oui. Oui, je vous montrais des taux de mortalité tout à l'heure. Excusez-moi, ce sont 2 chiffres différents. Moi, j'ai dit que j'étais pas sur mortalité, mais sur... Donc, on est sur 10 fois plus, alors qu'on s'attendait à avoir 10 fois moins par l'efficacité des masques en milieu extérieur. Autrement dit, cette mesure qui a été quand même plus ou moins difficile à croire de la part d'un ministre de la Santé qui a dit une fois que c'était inutile, une fois que c'était obligatoire, nous revient maintenant avec l'absolue incapacité d'en faire la démonstration. Toutes les mesures sont alignées sur cet élément. Donc, la suite, sur la mortalité, sur le taux de mortalité, on pourra y venir aussi. Juste le fait que les contamanations aujourd'hui n'ont pas lieu en extérieur. La réalité, c'est qu'elles ont lieu en milieu confiné. En milieu clos. Voilà, et dans le milieu familial. De surcroît. Donc là, on ferme les restaurants, on va faire de plus en plus de bouffe à la maison. Je répète que ce ne sont pas des contaminations de maladies, ce sont des tests positifs qui mélangent les guéris, les asymptomatiques, les non-transmetteurs et les malades qui ont besoin de se diagnostiquer. Et vous dites que 90% des gens qui sont testés positifs aujourd'hui ne sont pas contaminants. Actuellement, les valeurs sur lesquelles on ne rend pas le nombre de cycles d'amplification ne permettent pas de faire le tri. Et lorsqu'on est au-delà de 35 cycles d'amplification, on sait qu'on est de moins en moins transmetteur et on va jusqu'à 40, 42, voire 45 sur les tests actuellement. C'est la Société française de microbiologie qui, ce matin, annonce qu'il serait nécessaire de faire valoir cet indicateur. Le masque en extérieur ne sert donc à rien. Ça fait partie comme ça des choses qui font que les Français ne croient plus, en fait, n'adhèrent pas, encore une fois, aux décisions des Français, du gouvernement. Je l'ai vécu, ils l'ont réclamé pendant toute la période de février. Regardez, j'ai pas fini ma première phrase, vous m'avez déjà coupé. Ben oui, mais je vous écoute. Est-ce que j'ai la permission de parler, Monsieur Toussaint? Vous voulez me donner la permission? Oh là là, franchement, c'est pas la peine de prendre ce ton-là, on débat de façon tranquille sur ce plateau. Allons-y. Le masque en extérieur, il a été réclamé pendant tout le confinement. Les gens disaient si on avait des masques en extérieur, on ne serait pas confinés. On n'a pas arrêté de dire que non, ça n'avait rien à voir, qu'on était déjà à un tel moment de circulation du virus que c'était nécessaire. C'est les Français qui vous ont forcé à prendre la mesure. Les maires, souvenez-vous, il y a eu la période où les maires, ville par ville, décidaient de le rendre obligatoire dans leur ville. Nous l'avons vécu, nous avons eu ce débat en interne à Montpellier, puis ça n'a pas été adopté finalement.
Quand nous avons déconfiné complètement, que la vie en extérieur a repris, je ne sais pas cet été si vous êtes resté en France, moi je suis restée en France. Comme tout le monde, oui. Voilà, je pense comme beaucoup de personnes. Dans le sud de la France, je dois dire que les gestes barrières essentiels avaient un peu été perdus, surtout de la part des plus jeunes qui avaient retrouvé le plaisir, la joie de vivre, je comprends, c'était l'été, il y a la plage, et il y avait aussi des moments très festifs. Et dans ce moment-là, dire de porter un masque, c'est aussi de rappeler que le virus est toujours présent et qu'il faut toujours être prudent. D'ailleurs, on a toujours dit que la mesure que tout le monde dit aujourd'hui, du lavage des mains est plus utile que celle du masque. Ça a toujours été dit. Et c'est sur celle-ci qu'on appuie à chaque fois. Non. Aéroporté, manuporté, la différence est réelle sur le virus. C'est celle des gestes barrières, celle du lavage des mains, c'est celle sur lesquelles on a besoin d'augmenter son immunité personnelle, et ça, c'est l'activité physique et sportive. Et c'est pas en fermant les salles de sport, où il n'y a quasiment pas de transmission et de tests positifs qui surviennent, une fois de plus, c'est là où on va avoir le seul élément thérapeutique sur lequel on peut agir soi-même. Et on l'interdit en ce moment. Comment est-ce imaginable à quel point les gens ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, y compris au sein des conseils scientifiques ?